Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, vous avez la sensation d'être en permanence débordé, vos enfants aussi d'ailleurs, ils vous le disent qu'ils sont stressés. Alors pourquoi ce sentiment de saturation? Peut-on s'en extraire? On va poser la question à Renaud Etier, il est l'invité du Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, toute cette semaine, nous allons réveiller notre culture générale en matière de liberté fondamentale. Je vous soumets la question du jour. Quelle était la profession de l'écrivain Franz Kafka? Et oui, il y a un lien avec les libertés fondamentales. Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Nathalie Wolf. Et puis enfin, notre rendez-vous hebdomadaire avec Marie-Olivier. Au sommaire de son cours particulier aujourd'hui, on revient sur une expérience qu'on avait déjà évoquée, l'école comestible. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Renaud Etier, bonjour. Bonjour Emmanuel. Ravi de vous revoir, on vous avait déjà accueilli sur ce plateau. Vous êtes philosophe, professeur à l'Université catholique de l'Ouest, c'est à Angers. Vous avez aussi été professeur des écoles. Et dans votre nouveau livre, vous vous intéressez à une sensation que nous sommes nombreux à ressentir, la saturation. Ça donne le titre du livre, Saturation, il vient de sortir aux presses universitaires de France. Trop de choses à faire, trop d'objets, trop de bruit, trop d'images, trop de stimulation. Et si on a voulu vous entendre aujourd'hui, c'est pour deux raisons. La première, c'est que c'est une sensation qui touche dès le plus jeune âge. Et la seconde, c'est que l'éducation qu'on reçoit n'est pas étrangère à la façon dont on vit ce trop-plein. Mais je voudrais qu'on commence par résumer votre propos. Déjà, vous parlez de tout, hein, les biens matériels, les informations, les sollicitations sensorielles. Oui, parce que en fait, j'essaie de décrire un phénomène global qui a pour nom la saturation. Et donc, dans ce phénomène global, ça recouvre un certain nombre de sous-phénomènes. C'est aussi bien le fait qu'on mange trop salé, trop gras, trop sucré, qu'on a trop d'activités, trop de travail, trop de loisirs, trop de tout, en fait. Trop. Et ça nous empêche de penser, ça nous empêche d'être présents à nous-mêmes et aux autres. C'est ça que vous dites? Oui, essentiellement, parce qu'en fait, d'être tout le temps occupé, ça revient aussi à être tout le temps distrait, comme l'aurait dit Pascal. Si on éprouve le besoin de se remplir, c'est pour combler un vide. Oui. Ça renvoie aussi à ça, la peur du vide. Oui, tout à fait. Et c'est une question, enfin, qui n'est pas simple. C'est-à-dire que le vide, c'est toujours le problème de l'humain. Je pense que les animaux ne ressentent pas le vide, mais nous autres, du fait de notre conscience, nous avons affaire à ça, au vide. Et tout est... La question est de savoir comment on habite ce vide. Pourquoi c'est si difficile, à votre avis, de le supporter, ce manque, ce vide? D'ailleurs, je ne sais pas si le manque et le vide sont tout à fait la même chose. Oui, pas tout à fait la même chose, effectivement. Alors, moi, j'ai surtout conceptualisé le vide. Je pense que ça pose un problème de rapport au temps. Alors, il y a une tradition philosophique, depuis Heidegger au moins, qui évoque le fait qu'on sait qu'on va mourir et que ça génère de l'angoisse. Mais j'ai voulu compléter cette perspective en disant aussi que ça n'était pas facile quand le temps ne passait pas. Il y a des choses qui sont longues et on voudrait que ça passe plus vite. Donc, en fait, notre rapport au temps est volontiers difficile. On a beaucoup raisonné, vous citez souvent un autre philosophe qui est Arthur Rosa, en termes d'accélération. On a dit tout va plus vite qu'avant. Oui. Vous dites que ce n'est pas qu'un problème d'accélération, ce n'est pas qu'un problème de temps, je rebondis là-dessus parce que vous parlez du temps, c'est aussi un problème d'espace. C'est ça, exactement. Je tiens beaucoup, vous avez tout à fait visé juste. Je tiens beaucoup à ça, c'est-à-dire que pour moi, le phénomène de la saturation va au-delà de celui de l'accélération. Il y a l'accélération, mais il n'y a pas seulement l'accélération, parce qu'il y a aussi le fait que nous débordons dans notre environnement, nous sommes débordés par des objets, et de ça, l'accélération ne peut pas rendre compte. Débordés par les objets, on sature, y compris dans la maison. Il y a en moyenne 300 000 objets dans un foyer américain, ai-je lu dans votre livre. Vous avez fait une coquille. Et non. 300 000. Oui. Et d'ailleurs, aux États-Unis, de plus en plus de foyers louent des box ou achètent des box pour mettre les objets qui ne rentrent plus dans la maison. Donc, en fait... Alors, vous direz, nous, on a des caves dans les villes, dans les immeubles. Mais j'aime à dire que c'est l'antichambre de la déchetterie. En fait, quand on va à la déchetterie, c'est terrible de voir tout ce qui est jeté, qui a donc été acheté, sans doute pour servir. Et 300 000 objets, n'empêche. Oui, j'ai un collègue universitaire qui connaît ce chiffre et qui a voulu compter chez lui. Et il a commencé par la cuisine. Ah, parce que moi, il disait qu'il y avait une coquille. Non, et il s'est arrêté à 2000 objets, mais sans avoir terminé dans sa seule cuisine. Ah oui. Effectivement, je vous invite à faire le test. On commence à compter le nombre d'objets qu'on a à la maison. Mais ça décrit bien l'ampleur de ce trop-plein. Alors, on ne va pas se noyer de chiffres, mais il y en a un autre que vous donnez qui est, je pense, impensable, qui est 64 milliards de messages par jour sur WhatsApp. Oui, c'est ça.
Alors, 65 même, je ne sais pas pourquoi je dis 64. C'est ce que j'appelle l'hypercommunication. C'est-à-dire qu'en fait, la communication se produit quand bien même on n'est pas tourné vers elle, en fait, puisque les messages arrivent, la communication continue. En fait, elle est en continu. Quoi qu'on fasse, elle est là. Et on se remplit de tout ça, on sature notamment d'informations. Mais alors, à la fois on sature, on dit j'en ai trop, je suis stressé, etc. Mais en même temps, soi-même, on y contribue. Alors voilà, c'est un de mes credos, c'est qu'en fait, nous avons un rapport ambivalent à cette forme d'aliénation. C'est-à-dire que nous la subissons, mais en même temps, nous en sommes acteurs. Nous ne la subirions pas tant si nous n'étions pas aussi acteurs. L'économie de l'attention repose, dit-on, sur la quête d'un plaisir, une récompense. Je crois que c'est la dopamine, n'est-ce pas, dont on parle souvent, qui se déclenche là. Mais vous dites, au fond, c'est une fausse piste parce qu'on n'est jamais rassasié. Oui, c'est ça. Alors j'évoque volontiers Catherine Hayes qui distinguait deep attention et hyperattention. Donc l'attention profonde et l'hyperattention. Oui, contre l'hyperattention. Ouais. Donc l'hyperattention, en fait, est une attention à tout ce qui peut nous tomber sous les yeux, sous le regard, etc. La deep attention suppose une concentration, une vigilance approfondie. Et donc, ce qu'on sait, pour l'avoir expérimenté, c'est qu'on ne peut pas consacrer une attention profonde à plusieurs objets en même temps. Donc, j'arrête de regarder WhatsApp pendant que je lis Saturation de Renaud Etier. Ah oui, Ceci étant, je vous le conseille parce que c'est un livre, un grand beau livre de philosophie, assez exigeant. C'est compliqué d'avoir l'attention qui part dans tous les sens. Ce trop-plein, cette peur de ne pas être distrait, justement. Alors, vous avez cité Heidegger, vous avez cité quelques autres philosophes, mais en fait, vous remontez même aux stoïciens. La Grèce antique le voit déjà et s'en inquiète déjà. Oui. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Parce que... Ce qui a changé depuis, c'est l'abondance, en fait. Il faut s'imaginer la vie antique comme une vie qui nous apparaîtrait très épurée aujourd'hui, où, en fait, on rencontre un nombre limité de personnes. Et le risque pour le philosophe de l'Antiquité, c'est d'être débordé par le travail, en fait. D'où, en fait, c'est bien pratique d'avoir des esclaves pour ne pas être débordé par le travail et pouvoir philosopher. On n'a jamais été autant reliés les uns aux autres et pourtant dans nos sociétés, vous le soulignez aussi, le sentiment de solitude n'a jamais été aussi puissant. Là encore, on a un paradoxe. Oui, alors les chiffres sont éloquents. En France, dans notre propre pays, 11 millions de personnes sont considérées comme étant isolées, c'est-à-dire qu'elles ne rencontrent pas de personnes au-delà de leur cercle familial. Donc c'est considérable. Et ça témoigne d'un délitement de notre société qui fait que, en fait, la vie en société devient de plus en plus individualiste. Et du coup, la difficulté, c'est de tisser des liens qui soient soutenants. Vous avez déjà prononcé le mot, cette aliénation, mais est-ce qu'on peut creuser un petit peu, rentrer dans le détail ? En quoi est-on et à quoi est-on aliéné ? Alors, l'aliénation, ça décrit le phénomène par lequel on est à la fois dépossédé de soi-même et on devient étranger à soi-même. Donc, ça évoque la possibilité d'une vie authentique par la négative. L'aliénation nous empêche d'avoir une vie authentique et il revient à chacun de savoir quelle est cette authenticité. Alors, c'est quoi l'authenticité, par exemple ? Là encore, vous citez un certain nombre de philosophes qui proposent des réponses. Ça peut être le rapport à la nature, ça peut être évidemment le rapport aux autres. Oui. Alors, je pense qu'on se rapproche de l'authenticité déjà quand on arrive à une certaine pacification de sa vie, dans laquelle on n'est pas exorbité, dans laquelle on exorbité, il faut le traduire. Exorbité, sorti de son orbite. C'est ça, ok. Sorti de soi-même, quoi, étranger à soi-même. Où, en fait, le risque, c'est qu'on se remplit d'objets, d'activités, et pour se sentir encore plus vide. Donc, c'est ce que je désigne par un terme qui est celui de vacuité. Et la vacuité n'est pas le vide. Vacuité, vide, tout ça, on peut alors en sortir, je ne sais pas. En tout cas, il existe des réponses pour ne pas s'aliéner outre mesure, et elles résident notamment dans l'éducation. Renaud Etier, philosophe, vous l'aurez compris, il a publié Saturation au PUF. C'est aussi un ancien professeur des écoles. Juste après l'Anti-Sèche, on va observer avec lui en quoi l'école, les parents peuvent contribuer à nous aider à lutter contre cette saturation. Mais pour l'heure, on réveille notre culture générale avec Nathalie Wolf.
Question du jour dans l'Anti-Sèche. Quelle était la profession de l'écrivain Franz Kafka? Nathalie Wolf, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes maître de conférence à l'UVSQ Paris-Saclay, c'est l'Université Versailles-Saint-Quentin, co-autrice avec Laura Elmaki du livre Des hommes, des femmes, nos libertés, paru chez Lefebvre Dalloz, illustré merveilleusement par Elsa Auriol et Pancho, préfacé, on va le signaler également, par Dominique Simoneau. Alors ce métier, vous savez vous d'abord le métier de Kafka? Oui, tout à fait. Alors, bien sûr, il était juriste. Il était juriste où? Ah, ça je ne sais pas. Dans quel secteur? Alors oui, Kafka était juriste et il était juriste dans un office d'assurance chargé d'indemniser les victimes des accidents du travail. Et il a fait toute sa carrière dans cet office, donc jusqu'à 41 ans. Il est mort très jeune, à la suite d'une tuberculose pulmonaire. Et alors ce qui est quand même très rigolo, c'est que Kafka était juriste, mais il déteste le droit. Il le compare, je cite, à des sciures de bois mâchées par des milliers de gueules avant lui. Donc ça dit quand même quelque chose. Bon, on va éviter de partager tout ça, le droit qui vous passionne. Et si on parle de Kafka pour parler de liberté fondamentale, c'est notamment parce que, et de sa profession, c'est parce que ça a complètement nourri un de ses ouvrages, si ce n'est son ouvrage le plus célèbre, Le Procès, qui paraît en 1925, à titre posthume d'ailleurs. Oui, bien sûr. Il déteste le droit et en même temps, il en fait le cœur d'une grande partie de son œuvre. Il y a Le Procès, il y a encore beaucoup d'autres textes. Et Le Procès, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Joseph K. Joseph K, il est arrêté, c'est un homme sans histoire, sans visage, et un beau matin, il est arrêté, il ne sait pas pourquoi, et il va se retrouver face à une justice qu'il ne comprend pas, qui est monstrueuse, omniprésente, et en même temps la loi est toujours inaccessible. Bref, une machine judiciaire labyrinthique qui écrase les hommes et qui est terrible. Vous dites de ce livre, Le Procès, qu'il en dit autant que la totalité des manuels de droit. Pourquoi ? Oui, c'est vrai que souvent, on se rend compte que les grandes œuvres littéraires, comme celle-ci, Kafka est traduit dans le monde entier, eh bien, nous permet non pas de lire le droit de manière intellectuelle, mais de le comprendre dans sa chair. C'est d'ailleurs ce qu'on peut trouver aussi avec Victor Hugo, Le Dernier jour du condamné, ou d'autres grands écrivains. Et donc, il en dit beaucoup parce que aussi, il parle au cœur et il nous raconte quoi? Il nous raconte les insuffisances, les lacunes de la justice. Voilà, parce qu'il apparaît, Kafka, dans votre ouvrage, dès le premier chapitre, qui est consacré au droit à la justice. Sans ce droit, toutes les autres libertés, tous les droits fondamentaux ne seraient que des vœux pieux. C'est ça que vous expliquez? Absolument. Alors, attention, la justice qui est la nôtre est un contre-modèle. Pour notre justice qui est la nôtre, la justice kafkaïenne, c'est ce que je voulais dire, est un contre-modèle, voilà. Évidemment. Et on a une justice, et c'est ça les grands principes de la justice, qui est une justice avec un cadre, avec des procédures. On a le droit, ce qu'on appelle le droit au procès équitable. Tous les citoyens, tous les Joseph K peuvent saisir le juge, y compris pour contester le pouvoir de l'administration. On a également le droit, en principe, donc à des juges qui sont indépendants, qui sont impartiaux, avec des voies de recours, qu'on peut aller même jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais néanmoins, évidemment, l'œuvre kafkaïenne, il y a même un adjectif d'ailleurs pour parler de l'œuvre de Kafka, ce qui est extraordinaire, nous permet de réfléchir à notre justice. Et qu'est-ce que la justice? Évidemment, vous l'avez dit, c'est le premier de nos droits. C'est-à-dire que si on n'a pas accès à la justice, on ne peut pas aller valoriser nos autres droits, la liberté d'expression, lorsqu'elle est atteinte, le droit de disposer de son corps, le droit à l'éducation. Et donc, elle est le premier des droits, elle est le droit au droit, d'une certaine façon. Et un idéal, celui d'être juste, c'est aussi une action, celle de juger, et c'est une institution. On voit émerger, et vous le citez d'ailleurs à la fin de ce chapitre-là, de nouvelles formes de justice aussi. Je pense à la justice restaurative ou réparatrice. Oui, qui est intéressante aussi. Alors, on progresse, justement, depuis Kafka et depuis les réformes qu'on a mises en place, qui est assez intéressante parce qu'elle permet de faire se rencontrer les victimes et les auteurs d'infractions et de tenter, par ce biais, de trouver d'autres façons de juger, d'autres façons non pas seulement punir, un objectif qui n'est pas seulement de punir. D'ailleurs, la justice n'a pas que pour objectif de punir, elle a aussi pour objectif, et c'est aussi la mission de la prison, d'élever, de réparer et
justement de restaurer ce dialogue, cette compréhension entre les acteurs d'un procès. Alors, si je veux une bonne note sur une interro droit de la justice, je mémorise quand même qu'il y a 3 garanties d'accès effectif à la justice. On peut les mémoriser. Oui, c'est bien. Alors, premier point, c'est l'égalité. Voilà. Ça, c'est vraiment très important. On est tous égaux face à la justice. C'est un principe qui est tiré de l'égalité devant la loi, qui date de la Révolution française. Ça veut dire qu'on doit tous être jugés selon les mêmes règles et par les mêmes juges. Le deuxième, c'est la gratuité. Donc, si on n'a pas d'argent, on ne peut pas accéder à la justice, eh bien, alors la justice n'est pas le service public qui fonctionne, est une justice de riches, et le droit à la justice ne s'applique pas. Donc, ça veut dire qu'on a pu mettre en place, par exemple, l'aide juridictionnelle, ce genre de dispositif. Voilà. Et enfin, la proximité, qui est à la fois géographique, mais pas seulement, elle est aussi une proximité qui doit être humaine. Ça veut dire qu'il faut que le droit puisse être compris de tous, ne pas rester ce droit indéchiffrable dont nous parlait Kafka. Et c'est ça. Il faut que on dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais attention, il faut absolument clarifier le droit, le rendre accessible, lisible par tous. Alors, s'il y en a bien un qui est lisible par toutes et par tous, c'est Des hommes, des femmes, nos libertés, le livre qu'ont sorti il y a quelque temps chez Dalloz, Laura El-Maki et Nathalie Wolf. Nathalie qui va nous accompagner toute la semaine. Je signale également que vous aviez écrit, alors je crois aussi avec Laura El-Maki, La justice selon Kafka. Absolument. Également chez Dalloz. Et puis un Kafka justicier qui est sorti petit format folio, ça coûte pas cher en plus. Et c'est absolument passionnant. On se retrouve demain, Nathalie ? Avec joie. La question sera: quel juriste fondateur du droit pénal moderne a dit quel peut être ce droit que les hommes s'attribuent de trucider leurs semblables? Réponse demain. Pour l'instant, Renaud Etier, grand oral. Renaud Etier, en quoi l'éducation que l'on reçoit nous prédispose à ce fameux état de manque qui peut conduire soit à la vacuité, soit au vide et à avoir envie de se remplir, de se saturer? Alors, les choses ont beaucoup changé ces dernières décennies. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. J'ai 60 ans. Et quand donc j'étais enfant, nous avions énormément de temps libre, en fait. Il y avait l'école, certes, mais déjà entre l'école et la maison, il y avait une distance à parcourir que nous faisions à pied. Et nos parents ne se préoccupaient pas de ce que nous faisions entre le retour de l'école et le repas, grosso modo. Donc c'était un temps de liberté tout à fait considérable et un temps d'aventure, d'expérience, etc. Il y avait généralement des radios dans les maisons, des télés pas partout à cette époque-là. C'est ça. Donc, et puis alors la télé, c'était 3 chaînes. À quelques années près. Ouais. Oui, c'est ça. Et la télé, c'était 3 chaînes. On n'avait pas forcément le droit de la regarder d'ailleurs. Oui, et puis les émissions s'arrêtaient à partir d'une certaine heure, aux alentours de minuit. Donc il y avait des limites. C'est ça, il fallait trouver à s'occuper. Il fallait trouver à s'occuper. Et le cas échéant, accepter de s'ennuyer un peu. Tout à fait. Et en fait, dans l'ennui, c'est vraiment une question fondamentale, là peut-être qu'on y reviendra, mais dans l'ennui, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on doit faire fond sur ses propres forces, sur sa propre imagination, et c'est donc le début d'une possible créativité. On va effectivement y revenir. Vous parlez, quand on parle des problèmes d'attention des enfants, on se dit que l'école, vous parlez de la deep attention, l'attention profonde, pourrait contribuer justement à emmener les enfants vers la deep attention. Et vous dites finalement l'enseignement aujourd'hui est devenu très fragmenté. Elle n'y contribue pas tant que ça, et ce n'est pas de la faute de vos anciens collègues. Oui, alors bon, j'ai un certain sens critique que je développe dans mon ouvrage. Mais simplement, on accuse aujourd'hui beaucoup le numérique, les objets numériques, les artefacts numériques, de dissoudre l'attention. Mais en fait, ce qu'on peut observer, c'est que le programme à l'école ne cesse de s'augmenter de nouveaux objectifs, au risque du coup que, en fait, on fragmente le temps scolaire. Et je pense que nous sommes rentrés dans une époque où il faut tout faire pour restaurer de l'attention. Donc arrêter les éducations à ça, avoir un programme Alors, il faut sortir digeste. Du programme. Je pense qu'il faut sortir du programme. Le programme, nous sommes programmés, en fait, comme des machines, et ça ne va pas. Donc c'est quoi ? C'est plutôt des logiques curriculaires, comme on dit ou de... Alors, je trouve qu'il y a une bonne initiative avec la classe dehors, qui est intéressante de ce point de vue-là. Dont on a déjà parlé. Et donc, je pense qu'il faut... Aujourd'hui, l'école a un nouveau rôle à jouer. En fait, du temps où l'école laïque a été créée en France, les enfants avaient affaire à une forme de vide, en fait. C'était d'abord pas mal de vie à la campagne, pour beaucoup d'entre eux, et puis très peu d'activités. Aujourd'hui, les signes se sont inversés, c'est-à-dire que les parents, pour la plupart d'entre eux, stimulent énormément leurs enfants, leur font faire des activités éducatives, les inscrivent dans des clubs de sport, à la danse,
aux arts plastiques, etc. Il y a de multiples activités. Les enfants sont très occupés, tant et si bien que, en fait, ça déborde même sur des temps péri-éducatifs. J'avais approché ça en travaillant dans une école en tant que chercheur, où les temps péri-éducatifs se donnaient eux-mêmes des objectifs éducatifs. La garderie, etc. Ouais, on n'en sort plus finalement. On n'en sort plus, tant et si bien que ma préconisation, c'est que l'école reprenne la responsabilité de créer du vide. Parce que sinon, c'est trop plein partout. Il n'y en aura pas ailleurs. Alors, à la maison, vous mettez aussi en cause, je vous cite, la satisfaction étendue des désirs enfantins. Oui. Je précise, en vous lisant, que vous n'êtes pas pour une éducation à la schlag, et bon voilà, mais vous semblez dire quand même qu'il ne faut pas non plus tout autoriser, tout permettre, parce que sinon on enferme l'enfant, on l'aliène d'une autre manière. Très perverse d'ailleurs. Il n'y a aucun passéisme dans ma réflexion, c'est pour ça que je voulais le souligner. Mais on est passé de Carib en Scylla, on est passé d'un problème à un autre, et un problème ne vaut pas mieux que l'autre. On est passé, il y a donc 50, 60 ans, à une éducation qui était à la fois sans doute souvent autoritariste, et en même temps qui laissait faire. C'est-à-dire qu'il laissait faire en laissant parfois aux portes de l'abandon un certain nombre d'enfants qui jouaient, qui prenaient effectivement des risques en jouant dehors. Bon. On est passé maintenant à ce que Jonathan Haidt, dans un récent ouvrage qui a été traduit, à la génération anxieuse, c'est-à-dire qu'en fait, via la médiatisation, une angoisse s'est diffusée. Évidemment, c'est la peur de l'enlèvement, la peur du pédophile. Et les enfants ne sortent plus. Et du coup, ils ne sortent plus. Et ça tombe bien, on a trouvé les moyens de les occuper avec le numérique. Oui, phénomène qui était, je pense, encore plus visible aux États-Unis qu'il ne l'est à un certain nombre d'endroits en France. Il y a beaucoup de cette aliénation industrielle que vous décrivez, qui tourne aussi autour de l'alimentation. Je voudrais qu'on termine en disant un petit mot de tout ça, puis ça fera un lien avec l'école comestible dont va nous parler Marie dans quelques secondes. Là encore, les chiffres sont spectaculaires. Vous citez les chiffres aux États-Unis, 70% de personnes en surpoids, 30% en situation d'obésité. C'est ça. Alors, quand j'ai fait ce travail, je me suis posé la question de savoir si ce n'était pas un problème de riches, la saturation. Parce qu'après tout le monde ne vit pas dans les mêmes conditions. Or, ça peut être aussi un problème de pauvres, comme le montre l'exemple du Mexique, dans lequel, dans certaines régions, les boissons sucrées et gazeuses coûtent moins cher que l'eau minérale. Voilà. Et donc, pour produire du soda, on pompe de l'eau, il y a moins d'eau, elle est plus chère. Et du coup, en fait, on se retrouve avec un problème d'obésité au Mexique aussi. Et donc, on continue à se remplir. Et il faut trouver là aussi une façon de lutter contre ce qui donne cette envie-là. J'en reviens à l'éducation et aux enfants. Une éducation véritable, écrivez-vous, c'est à la fois soutenir l'enfant, mais aussi le contenir. C'est ça qui lui permet de connaître ses propres forces et de les développer. Oui, c'est ça. En fait, des parents contenants, ce ne sont pas des parents ni autoritaristes, ni qui sont laxistes. En fait, ça suppose d'être présent, de passer par la parole, de passer par l'exemple, de partager des activités, de jouer avec les enfants. Bernard Stiegler insistait sur le fait qu'il fallait en prendre soin de la jeunesse et des générations. De jouer avec ses enfants, c'est très important, sans pour autant être omniprésent. Il faut qu'il y ait des alternances. J'insiste beaucoup là-dessus. Une question de juste distance. Oui. Saturation, c'est le titre de votre livre, le dernier au Presse Universitaire de France, un monde où il ne manque rien, sinon l'essentiel. Cet essentiel, c'est quoi? C'est peut-être de s'autoriser à rêver de nouveau. C'est un peu la conclusion de l'ouvrage. Il est très riche, vous l'aurez compris, puisque ça parle évidemment du numérique, ça parle des objets, ça parle d'éducation. Il y a des sujets que je n'ai pas du tout abordés, comme notamment la saturation de la planète Terre, puisqu'on est aussi dans une planète qui sature. Mais on ne peut pas, vous ne pouvez pas tout dire, donc maintenant, c'est pas compliqué. Vous le lisez, et puis deep attention, quoi. Vous le lisez, vous laissez vos messageries pendant ce temps. Et vous pouvez néanmoins rester quelques minutes de plus avec nous. Vous allez rester aussi. Oui, bien sûr. C'est l'heure du cours particulier. Et le cours particulier nous permet d'entendre Marie-Olivier nous parler de l'école comestible. Vous allez voir, c'est très sympa. Pas saturant du tout. Marie-Olivier, bonjour. Bonjour Emmanuel. On part aujourd'hui à la rencontre d'une association qu'on avait déjà évoquée d'ailleurs. C'est l'association L'école comestible. Oui, l'école comestible dont la fondatrice Camille Labro était venue dans l'émission, donc n'hésitez pas à la regarder en replay. Cette école, c'est une association qui a été créée en 2019 et qui part d'une conviction forte. L'alimentation est un puissant levier de transition et puis on peut changer le monde dès le plus jeune âge. Concept qui nous vient de Californie, si je me souviens bien. Qui vient de Californie. En 1995, il y a une certaine Alice
Alice Waters qui lance l'initiative The Edible Courtyard, ça veut dire la cour d'école, la cour de récré comestible. L'idée, c'est d'enseigner aux enfants l'importance de l'alimentation durable, de la culture locale. Ce programme, il propose aux élèves un jardin comestible dans l'école et puis d'apprendre à cuisiner à partir de ces produits. Une initiative qui a fait des petits dans le monde entier d'ailleurs, en France, mais pas seulement. Oui, il y a environ 5000 écoles qui se sont inspirées de ce concept à travers le monde et en France aussi. Certaines écoles s'emparent du concept toutes seules. Mais certaines écoles, elles développent leur discours sur le sujet. Tout à fait. Et il y a d'autres écoles qui sont accompagnées par l'association L'école comestible, qui a pour but d'épauler l'éducation nationale et les enseignants dans cette démarche. Concrètement, comment ? Dans le pays de la bonne bouffe, de la gastronomie, sachez qu'il y a 1 Français sur 5 qui dit avoir du mal à se nourrir sainement. Donc c'est d'abord un enjeu de santé publique, mais aussi de protection de la biodiversité. L'école comestible, elle organise, pour lutter contre ça, des ateliers et des programmes de sensibilisation chez les enfants dans le cadre périscolaire et dans le cadre scolaire. Donc vraiment avec des programmes pensés pour le milieu scolaire. Oui. Des approches, je vais éviter le mot programme, j'ai bien écouté Renaud Etienne. Propositions. Des approches globales. Des programmes comestibles permettent aux enfants des écoles de 4 à 12 classes de participer à des ateliers. Donc il y a 4 à 6 ateliers par an pour les enfants qui sont organisés en partenariat avec des chefs, des artisans, des maraîchers. On voit défiler quelques images tout à fait appétissantes, mais vous avez des exemples d'ateliers ? Alors, ils sont toujours, je cite, ludiques et savoureux. Ouais. Les enfants utilisent tout leur sens vraiment pour se reconnecter aux produits, pour cultiver leur potager. Ils transforment leur récolte en bons petits plats, tout en évitant le gaspillage. Les ateliers de base, il y a par exemple de la graine aux légumes, goût essence ou encore la cagette de saison. Le professeur des écoles qui sommeille en Renaud Etienne dit tout ça est bien beau, mais peut-être qu'il faut un peu accompagner les enseignants. Exact. Il y a des programmes pour ça. Il y a un programme qui dure 3 ans et qui est coordonné par une référente ou un référent de l'école comestible qui forme et qui accompagne les équipes pédagogiques aux thématiques de l'alimentation durable. La dernière de ces 3 années, c'est vraiment dédié à l'autonomisation des enseignants pour qu'ils puissent continuer tout seuls. Et il y a, je crois, d'autres programmes encore d'accompagnement des professeurs. Oui, il y en a un autre qui s'appelle le programme embarqué sur 2 ans et qui permet aux enseignants qui ont un projet, encore une fois, de le mettre en place et d'assurer la pérennité de ce projet. D'ailleurs, il y a 4 écoles en Ile-de-France, par exemple, qui sont devenues totalement autonomes dans cette démarche-là. En Ile-de-France, mais l'école comestible est présente ailleurs en France. Il y a 6 antennes en France, à Marseille, à Rennes, à Bourgogne, à Toulouse et à Lille. Depuis 2019, ce sont 3000 ateliers qui ont été mis en place sur des thèmes comme aussi, par exemple, pain et pasta ou encore good junk food. Et ça représente environ plus de 20 000 enfants bénéficiaires et 500 enseignants sensibilisés. Génial, merci beaucoup. Renaud Etienne, c'est genre d'initiative sympathique pour le coup, parce qu'on prend le temps, on se reconnecte, il y a le rapport à la terre. Oui, tout à fait. C'est de la deep attention. Oui, on se réenracine. Et ça laisse le temps d'activité contemplative et méditative. Voilà, donc c'est chouette tout ça. Très intéressant. Et la philosophe qui sommeille en vous, je peux vous dénoncer, vous avez fait un peu de philo quand même. Un petit peu. Ok, quand elle dit un peu, ça veut dire beaucoup. Merci, Marie, merci beaucoup. L'école comestible, super assaut. Vous pouvez retrouver l'émission qu'on avait faite avec Camille Labro il y a quelques temps. Renaud Etienne, merci beaucoup. On lit Saturation qui est sorti aux presses universitaires de France, un monde où il ne manque rien. Sinon, l'essentiel, ouvrage tout à fait passionnant. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Dylan Coller et Marine Plantec à la préparation de l'émission. Marine qui est en régie aujourd'hui avec au son Saïd Mamou et à la réalisation Xavier Sanchez. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux, mais sans saturation. Et puis si vous faites ça, vous faites que ça. C'est compris ?